C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour cette session d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Deuxième journée de séance plénière à l'Assemblée nationale. Ce mardi, les députés ont adopté la loi portant cadre juridique partenariat public-privé au Bénin. Nous en parlerons dans ce journal. À suivre dans cette édition, l'ouverture de la foire de la santé mobile à l'ambassade des États-Unis. Ce sera avec Horacia Djodji. Reprise du procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Un témoin a accusé l'ex-première dame Simone Gbagbo d'avoir distribué des armes. Vous en saurez davantage dans cette édition. Voilà pour le sommet. La suite, c'est maintenant. Merci, Madame, Monsieur, de votre fidélité à Eden TV. Bienvenue dans ce journal. Depuis ce lundi, les députés ont débuté une séance plénière qui s'est poursuivie ce mardi à l'hémicycle avec l'étude de la proposition de loi portant cadre juridique partenariat public-privé en République du Bénin. C'était en présence du garde des Sceaux, Joseph Diogbenou. Après examen des 9 titres de ce test de loi, la proposition de loi portant cadre juridique partenariat public-privé a été adopté à l'unanimité par les députés. Suivons ici les réactions de quelques parlementaires au cours du débat ayant conduit au vote de la dite loi. Ils sont au micro de Amen Didier Humpenoudi et de Romaïque Devouchi. Pour tout développement, la place et le rôle du privé sont véritablement primordiaux. C'est la question de voir dans la proposition, dans la formulation des articles, la manière de faire en sorte que le test puisse répondre aux aspirations. Parce qu'on a beau avoir un bon test, lorsque ce n'est pas bien appliqué, les objectifs ne pourront pas véritablement être atteints. Le chemin est certainement dans les PPP. 26 ans après le libéralisme économique adopté à la conférence nationale, si on s'aperçoit que le faible taux d'investissement privé a un frein qui s'appelle le PPP, l'absence donc de cadre juridique pour encadrer le PPP, c'est tant mieux et donc c'est vraiment à saluer. Eh bien, il faut donc aller, mais en prenant donc assez de précautions, comme l'a dit quelqu'un, que le PPP que nous sommes en train de nous vanter, qui apparaît comme la panacée, il faut faire en sorte donc que cela ne soit pas le pillage du public par le privé. Je voudrais aussi saluer la démarche que le Parlement a utilisée, qui est passée par l'atelier, et qui permet de clarifier un certain nombre de concepts. Parce que de façon abusive, le thème ou le concept partenariat public-privé a été utilisé chez nous, sans qu'on ne connaisse vraiment le contour. Il y a eu des investissements qui ont été faits et par le passé, on a parlé de partenariat public-privé, alors qu'en réalité, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Donc, je crois qu'une loi vient maintenant et il faudrait que nous nous réunissions tous pour que l'application soit une réalité chez nous. Rappelons que cette proposition de loi est l'initiative du député Jean-Michel Abimbola et de 15 autres de ses collègues. Vous aurez plus de précisions sur le déroulement des travaux de ce mardi à l'hémicycle dans nos prochaines éditions. Le décret portant interdiction d'activité des associations estudiantines continue de faire des remous et pour éclairer l'opinion publique à ce sujet, des membres du gouvernement ont donné ce mardi après-midi à Cotonou une conférence de presse. Je vous invite à suivre à chaud un extrait de leurs propos. Ce décret ne dissout pas les associations, les organisations. Ce décret porte interdiction d'activité exercée, d'activité contra legem, sont contre la loi, exercées par des structures proches ou par les associations elles-mêmes. C'est le climat d'insécurité permanent qui existe sur le campus. Ce climat d'insécurité est dû au fait qu'il y a au moins 3 associations fêtières qui se disputent
la priorité sur le campus. Et ces trois associations ne s'entendent pas toujours. Ça fait partie des raisons qui justifient les crises permanentes que nous avons à la faculté des lettres, arts et sciences humaines depuis 2015. Ce qui va se passer après, c'est ce que les responsables des associations d'étudiants même ont souhaité depuis longtemps, à savoir que, comme les autres pays de la sous-région, il serait intéressant pour nous, aussi bien pour les étudiants que pour le gouvernement qui a besoin d'avoir un interlocuteur, d'avoir pour l'ensemble des universités une seule association fêtière. Vous venez de suivre les propos des membres du gouvernement, lesquels propos ont été recueillis par Ibrahim Orounam et Damien Pedro. Je vous l'annonçais en titre, ouverture ce mardi à l'ambassade des États-Unis de la foire de la santé mobile au Bénin. Cette fois a pour objectif de comprendre les différents domaines de la santé couverts par le mHealth, les technologies utilisées, leur disponibilité et leur état actuel au Bénin. Plus de précisions avec Horacia Djodji et Denis Maroya. C'est dans le cadre de sa mission d'appui au ministère de la Santé que l'USAID a développé une application de santé mobile, un outil dont la finalité est de permettre aux populations, surtout rurales, d'avoir accès à des soins de santé de qualité. Cette nouvelle technologie de santé mobile et d'autres encore sont exposées à cette foire spéciale dont l'objectif est de partager les expériences sur les outils utilisés par chaque projet et de proposer des orientations stratégiques précises pour aboutir à un investissement plus consistant dans la santé par la téléphonie mobile au Bénin. Le Bénin envisage d'ici 2021 avoir un système de santé complètement transformé avec une meilleure couverture sanitaire universelle. Pour atteindre cet objectif, nous avons sollicité et obtenu le soutien de l'USAID pour développer des applications mobiles dans le domaine de la prise en charge sanitaire, de la santé de la mère et de l'enfant. Mesdames et messieurs, les technologies de l'information et de la communication sont considérées comme un levier important pour garantir une amélioration continue et durable du secteur de la santé. Parmi les systèmes développés à travers des applications mobiles, comme CARE par exemple, permet la collecte des informations par les relais communautaires en vue de la prise en charge rapide des cas de maladie. Un système amélioré par le projet Ancre est déjà utilisé à Tchaourou et Basila, à plus de 370 km de Cotonou. Je veux référer un enfant qui a un paludisme grave, parce que nous travaillons surtout pour la lutte contre le paludisme. Comment faire ? Avec ce téléphone, ils peuvent envoyer des alertes SMS et le médecin ou le chef poste qui se trouve dans son centre de santé peut répondre valablement en lui disant quelles sont les orientations, quelles sont les directives qu'il doit faire par rapport à ce cas grave. Si par exemple cet enfant doit être référé, il peut avoir les informations nécessaires pour envoyer. Donc le chef poste sait déjà qu'il y a un cas grave qui arrive au centre de santé, ce qui fait qu'il peut prendre les dispositions. Donc dès que l'enfant arrive, l'enfant peut être reçu très rapidement pour éviter de perdre du temps à l'enfant et les conséquences qui peuvent en découler. L'infirmier reprend rapidement en charge l'enfant. Et quand il finit de prendre en charge l'enfant et que l'enfant est apte à rentrer, on peut déjà libérer l'enfant. Lorsqu'il libère l'enfant, il remplit aussi le même formulaire en retour vers moi en tant que relais. Cette foire est ouverte au public pour une meilleure compréhension de la technologie et des outils utilisés. Un mémo sera rédigé à l'issue de la foire afin de mutualiser les ressources pour les interventions relatives à la santé par la téléphonie mobile dans les différentes zones sanitaires du Bénin. Inauguration ce mardi à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou de 2 studios télé et radio ainsi qu'une salle de graphisme. C'est grâce à l'appui d'Osiwa que ces outils modernes de traitement de l'information et de formation ont été réalisés. Laurent, Tony Ikes, Ibrahim Orounam, Denis Maroya. La Maison des médias se dote d'outils modernes de communication et de formation soutenue par Osiwa dans le cadre du projet Professionnalisation des médias au Bénin. Elle élargit ses capacités de formation et d'information. Il y a l'élection donc de 2 studios, studio radio et studio télévision.
pour contribuer au renforcement donc, des capacités, non seulement donc, de nos apprenants, mais c'est des studios qui sont à la disposition donc, de tous les professionnels des médias. Nous avons, avec l'appui toujours donc, au SIWA, érigé donc une salle de graphisme. Le président de l'Union des professionnels des médias présent à cette cérémonie d'inauguration n'a pas caché sa joie avant de rappeler le contexte de création de la Maison des médias. C'est une joie qui nous anime de voir enfin un début de concrétisation de l'ambition qui nous a, des ambitions qui nous ont amenés lorsque nous mettions ce joyau en place. Ce joyau, je voudrais faire allusion à la Maison des médias dans toute son intégralité. C'est un espace que les projets des médias ont voulu mettre en place pour pouvoir permettre de renforcer les projets des médias. Et les choses sérieuses ont commencé par prendre corps. Je voudrais que vous puissiez aider le conseil d'administration que je représente ici à féliciter avec nous l'administration de la Maison des médias qui fait un peu plus chaque jour pour pouvoir remettre la Maison des médias dans son contexte. Le site internet de la Maison des médias, fonctionnel depuis septembre dernier, a également été lancé à cette occasion. L'événement s'est déroulé sous le parrainage du ministre de l'économie numérique et de la communication, représenté par le directeur adjoint des médias, et a été marqué par la remise d'attestation à la dernière promotion d'apprenants. C'était un élément réalisé plus tôt par Judicaël Polycarpe Aïnou, Laurent Toniquez et Denis Maroya. Allons du côté de la commune d'Abomey-Calavi où s'est déroulée ce lundi dans l'arrondissement de Wedo la séance de municipalité. C'était en présence du maire Georges Bada et de ses conseillers. Horacia Jodi et Denis Maroya pour le compte-rendu. La réunion tournante de municipalité initiée par le maire Georges Bada a pour objectif de permettre aux populations de chaque arrondissement de dénoncer les problèmes qui freinent le développement de leur localité. Ici à Wedo, outre les difficultés énumérées dans les autres arrondissements, les élus locaux ont mis un accent particulier sur les problèmes liés au lotissement et à l'impraticabilité des voies d'accès. Nous avons le problème de lotissement, c'est-à-dire les présumés propriétaires aujourd'hui veulent voir la réalité des lotissements pour vraiment en faire de ce qu'ils veulent avec leurs parcelles. Les établissements qui vraiment se trouvent aujourd'hui sans enseignants, il y a un manque de classes pour les apprenants. Nous avons les problèmes des voies d'accès. Les voies d'accès ne sont pas du tout favorables pour les habitants. Après ça, nous avons également le marché de Wedo qui aujourd'hui est dans un état d'encombrement et nécessite l'ouverture d'un marché central. Des difficultés auxquelles le maire n'est pas resté insensible, il promet déjà des actions imminentes pour les résorber. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le chef d'arrondissement sur les multiples doléances et nous avons tous vécu. Nous l'avons vu, nous ne nous ferons pas le raconter la souffrance que vous avez à quitter Pota pour vous rendre à Wedo. Tout ça, je crois que l'État central nous l'a promis et nous, en ce qui nous concerne, État décentralisé, nous ferons en sorte que les travaux annoncés du tronçon Révier, Wedo, Toba et Calavi puissent réellement voir le jour avant la fin de cette année. Cette avant-dernière séance de municipalité tournante a connu la présence de tout le conseil communal d'Abomey-Calavi et la prochaine réunion aura lieu dans l'arrondissement de Kpanhou.
Restons dans la dite commune et plus précisément à l'université où le journal des étudiants, Le Héros, a procédé ce lundi au lancement de la plateforme d'orientation et d'information sur les universités publiques et privées du Bénin. Cette plateforme est un outil mis à la disposition des nouveaux bacheliers pour leur faciliter le choix de leur filière dans les centres de formation publics et privés et la mise à leur disposition des bourses de formation. Laurent Toneikes, Ibrahim Orunam, Damien Pedro. L'étudiant béninois et le projet professionnel personnel, c'est le thème au cœur du lancement de la plateforme d'orientation et d'information sur les universités publiques et privées. Cette initiative vient remplacer la journée d'orientation organisée depuis 2006 par le journal des étudiants Le Héros. Nous avons remarqué qu'après l'obtention du premier diplôme universitaire qui est le baccalauréat, les étudiants se dirigent en masse vers des formations qui ne sont pas pourvoyeurs d'emploi dans des secteurs saturés. L'objectif de cette plateforme est d'aider les nouveaux bacheliers et les étudiants à connaître les secteurs pourvoyeurs d'emploi et de devises, mais aussi à connaître les critères pour une bonne orientation. L'orientation des jeunes bacheliers et des étudiants constitue une préoccupation majeure de l'Agence nationale pour l'emploi. De ce fait, elle devrait entrer en ligne de compte des réformes envisagées à court terme par le directeur de l'ANPE. Des changements notoires vont intervenir dans les programmes de l'ANPE. Ces changements, l'un de ces changements fondamentaux seront axés sur l'orientation, parce que nous avons compris qu'il faut vous orienter, qu'il faut vous dire les opportunités qu'il y a avant que vous ne vous engagiez dans le choix des options de formation. Et nous allons donc ouvrir un département sur l'orientation qui viendra régulièrement ici à l'université et dans les autres également pour parler avec les jeunes bacheliers, pour parler avec les étudiants du choix des options de formation afin qu'ils soient suffisamment informés. Parce que seul celui qui est informé peut prendre de bonnes décisions. Lorsqu'on n'est pas informé, lorsqu'on n'a pas l'information, on se trompe. La mise en place de la plateforme d'orientation et d'information sur les universités publiques et privées, appréciée à juste titre par les jeunes bacheliers, sera accompagnée par les autorités rectorales qui, visiblement, sont disposées à aider les étudiants à mieux trouver leur voie. Cette première édition d'installation d'une plateforme d'orientation et d'information des étudiants est bienvenue dans notre université et ne peut être accompagné par le rectorat. Au cours des activités de cette plateforme, des guides d'orientation et des bourses de formation dans les universités privées seront mises à la disposition des nouveaux bacheliers. Hors du Bénin, sur un total de 15 juges soupçonnés dans une affaire de corruption, 7 ont été arrêtés au cours du week-end au Nigeria. Les autorités fédérales affirment avoir saisi 800 000 $ lors de descentes au domicile de magistrats à travers tout le pays en se basant sur les allégations et des fautes professionnelles de la part de certains juges. À cet effet, les juges nigérians vont se réunir ce mardi pour évoquer l'arrestation de ces magistrats de haut rang par la police secrète du pays, a annoncé le président de la Cour suprême. Suivons ici la réaction d'un avocat suite à ces arrestations. The mode of arrest is what everybody's frowning at. La méthode d'arrestation, c'est ça qui a choqué tout le monde. Et ce sont des juges, des membres respectables de notre société. On aurait dû leur donner le bénéfice du doute. Ils auraient dû être les premiers informés et invités par le département d'État. S'ils n'avaient pas répondu, on aurait pu les arrêter. Mais vous n'allez pas arrêter les gens comme ça. Have the benefit of refusing to come, then you can come and arrest. Un témoin a accusé lundi l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, d'avoir distribué des armes. C'était ce lundi lors de la reprise de son procès à Abidjan pour crimes contre l'humanité. Commentaire. Ce lundi, le procès a repris après plus de 2 mois d'interruption en raison des vacances judiciaires. Simone Gbagbo, âgée de 67 ans, a fait son entrée dans la salle d'audience quelque peu amaigrie, son avocat principal, maître Ange Rodrigue Dadje, la tenant par la main.
Au cours de ce procès, un témoin l'a accusé d'avoir distribué des armes et organisé une distribution d'armes à Bobo, un quartier pro-Ouattara, l'actuel président ivoirien. Le même témoin a en outre évoqué une atmosphère de peur et de traumatisme dans son quartier lors de la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts en 5 mois dans le pays. Accusation complètement rejetée par Maître Rodrigue Dadje, l'avocat principal de Simone Gbagbo. L'accusation peine à nous trouver des témoins qui sont crédibles, qui soient capables de dire ce qu'ils ont effectivement vu et dans ce qu'ils auraient vu, qu'ils puissent avoir des éléments qui accablent Mme Gbagbo. Sinon, nous avons tous les jours des témoins et des récits. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de lien avec Mme Gbagbo. Je suis complètement désolé. Pour ce temps attendu qui a fait l'objet de 3 ans d'instruction, ces témoins n'ont jamais été entendus. Mais pour la partie civile et le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, il revient à chaque partie de tirer les conséquences des propos des témoins. C'est tout à fait normal que la défense doute de la qualité de certains témoins. J'aurais été à leur place, peut-être que j'allais dire la même chose. Donc nous n'avons aucun doute. Nous sommes convaincus aujourd'hui que la responsabilité de Mme Gbagbo est incontestable. Ce n'est pas elle-même la défense qui disait au débat que c'était un procès politique. Ce n'est pas elle-même la défense qui disait que le dossier était vide. Mais pourquoi aujourd'hui la défense demande que certains faits soient reconstitués? La défense l'a demandé. Mais c'est qu'elle fait, les faits de commission de crimes, irréprochables à qui? Irréprochables à Simone Gbagbo. Donc il y a une réalité dans le dossier. La cour d'assises d'Abidjan juge depuis le 31 mai Simone Gbagbo pour crimes contre l'humanité, crimes contre les prisonniers de guerre et crimes contre les populations civiles commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Cette crise avait été provoquée par le refus de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire de son rival Alassane Dramane Ouattara à la présidentielle de novembre 2010. Maroc, sans grande surprise, le Premier ministre sortant, Abdelila Ben Kiran, a été reconduit dans ses fonctions par le roi Mohamed VI après la victoire aux législatives de son parti islamiste aux affaires depuis 2011. Reportage. Le souverain a reçu Abdelila Ben Kiran à son palais de Casablanca. Il a nommé Premier ministre et l'a chargé de former un nouveau gouvernement, a annoncé en fin d'après-midi le cabinet royal. Vous avez su que Sa Majesté le Roi m'a nommé à la tête du gouvernement pour essayer de reconstituer ce gouvernement dans les prochains jours qui viennent et je prie Dieu pour qu'il vienne à mon aide dans cette responsabilité encore une fois. Abdelila Ben Kiran aura la charge de reconstituer une nouvelle majorité alors que son parti, le PJD, Parti Justice et Développement, et son principal rival, le parti Authenticité Modernité PAM Libéraux, arrivé deuxième, ont exclu toute alliance entre eux. Je suis sous l'émotion de cette décision du roi et je vais entrer en discussion rapidement avec les partis, a-t-il déclaré, se disant optimiste. Bientôt, si Dieu le veut, je vais entrer en contact avec les partis pour voir la possibilité de travailler ensemble. Abdelila Ben Kiran était déjà à la tête du gouvernement de coalition depuis 5 ans après la victoire du PJD aux législatives de 2011 organisée dans la foulée d'une révision constitutionnelle menée par Mohamed VI pour calmer le mouvement du 20 février, la version marocaine du printemps arabe. Vendredi, le PJD a obtenu 125 députés contre 102 au PAM sur un total de 395 sièges. La rentrée du nouveau Parlement est prévue vendredi à Rabat. Ayant travaillé à la construction des infrastructures, des Jeux et du Mondial au Brésil, une vague de migrants haïtiens abandonne aujourd'hui le géant sud-américain frappé d'une crise économique et politique et part à la recherche du rêve américain. Des milliers d'entre eux attendent de passer la frontière au poste de Tijuana. Reportage. Vilenda, enceinte de 6 mois, prépare la petite Dani avant de la coucher dans ce refuge Tijuana au Mexique. Elles font partie des milliers d'Haïtiens qui ont voyagé ces derniers mois du Brésil jusqu'ici dans l'espoir de traverser la frontière des États-Unis. Un périple de 3 mois, estimé à $3000. Vilenda a trouvé d'amis en chemin, perdus à la frontière du Nicaragua et du Costa Rica. Elle a réussi à localiser ses parents par téléphone. Ils sont encore au Costa Rica. Alors en attendant de les retrouver, elle continue la route avec la petite fille qu'elle pense âgée de 3 ans. J'ai beaucoup de gens avec moi. Alors les gens font laisser la petite fille. Moi, j'ai plus de cœur juste pour la laisser. Je la prie. Après le tremblement de terre de 2010 en Haïti,
L'essor économique et les facilités d'immigration du Brésil ont poussé beaucoup des survivants à s'y installer. Mais la crise économique et politique que subit le géant d'Amérique latine les pousse désormais à migrer ailleurs. Je n'ai pas réussi à travailler pour payer la maison. C'est difficile pour nous. C'est dur d'aider la famille. L'État mexicain de Basse-Californie a vu le nombre d'Haïtiens qui arrivent ici passer de 30 par semaine il y a quelques mois à 200 par jour ce mois-ci. Ils stagnent ici jusqu'à pouvoir rencontrer les autorités américaines, seules capables de leur ouvrir les portes des États-Unis. Les refuges locaux sont dépassés par la situation. Tijuana est devenu un entonnoir où les gens arrivent, mais peu repartent. Bénéficiant d'aide humanitaire depuis 2010, les Haïtiens ont pu entrer avec un statut spécial aux États-Unis ces dernières années. Mais une réforme du président Obama a récemment changé la donne. Ils sont désormais considérés comme n'importe quel autre migrant sans visa et susceptibles d'être renvoyés dans leur pays. Nous espérons qu'une fois que cette politique sera appliquée, il y aura moins de raisons pour que les gens viennent jusqu'ici. Pour Vilenda et Dami, l'heure est arrivée. Elles traversent la frontière vers les États-Unis. Leur cas doit encore être examiné, mais elles espèrent que cette étape sera la dernière de leur voyage et que la petite fille retrouvera ici sa famille. Plaisir de vous avoir présenté cette édition réalisée par Moïse Patinvo. Chimène Claudia Dossou était à la prise de son. Damien Pedro derrière les caméras dans ce studio. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes et surtout, ne ratez pas votre émission de demain, j'allais dire, Matin d'Éden sur votre télévision. C'est à 7h. Bonsoir.